Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation et pour l'espace qu'on crée ensemble aujourd'hui autour d'une question essentielle qui est comment construire des alliances durables pour une écologie populaire. Moi, je m'appelle Rania Daki, j'ai 22 ans. Je suis étudiante, mais je suis aussi porte-parole justice climatique chez GetUp. Pour ceux qui ne connaissent pas, GetUp, c'est une association qui œuvre pour plus de justice sociale dans les quartiers populaires. On est situé à Saint-Denis et nous, ça fait 10 ans qu'on existe. Bientôt 10 ans, l'année prochaine. En fait, pour expliquer un peu l'association, on a 4 pôles. Le premier, c'est le pôle éducation, où on accompagne des jeunes issus de quartiers populaires pour leur donner les clés en fait, pour leur futur. On a le pôle communication et médias, où en gros, on crée des décryptages, où on analyse la politique et l'actualité pour les jeunes de quartiers populaires. On a aussi le pôle recherche et action, dont moi je fais partie, où on crée des données pour ces habitants. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute à la télé, quand on parle de quartiers populaires, on entend parler de violence, de radicalisation. Et nous, on voulait changer ces narratifs et on voulait décrire notre réalité, ce qu'on voyait réellement. Donc, avant même de parler d'écologie, de culture ou d'alliance, moi, je voulais qu'on parte sur une bonne base. Et je pense qu'on ne peut pas parler d'alliance et d'écologie sans comprendre ce que vivent les gens. Pas ce qu'on imagine, pas ce que les institutions nous disent, mais ce qu'ils vivent au quotidien. Et cette compréhension, elle change tout. Parce qu'elle nous oblige à repenser nos priorités, nos outils et nos manières de faire. Quand on regarde le rapport Injustice climatique, du coup, ce qu'on a fait, qui est un rapport qu'on a fait pendant 2 ans et demi, où en gros, on a analysé ce qui existait aujourd'hui en termes d'écologie dans les quartiers populaires, et on a fait un sondage Ipsos sur plus de 1000 jeunes à travers la France. Nous, on remarque une chose fondamentale, c'est que les jeunes de quartiers populaires, ce qui les préoccupe avant tout, c'est même pas de savoir s'ils mangent bio ou s'ils trient leurs déchets, c'est de se nourrir, se loger, trouver un travail. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne se soucient pas d'environnement. Non, c'est pas ça. Ça veut juste dire que leurs luttes, c'est des luttes de base, ancrées dans la réalité. Malgré ça, malgré la volonté de s'engager, il y a des barrières structurelles. Manque de temps, de réseau, d'accès, d'accompagnement. Selon notre enquête Ipsos, plus de la moitié, et précisément 53% des jeunes de quartiers populaires interrogés qui ne s'engagent pas, le font par manque de temps. C'est ce qu'on appelle l'indisponibilité biographique. Lorsqu'on exerce un travail à temps plein, voire plusieurs métiers, pour pouvoir s'en sortir financièrement, il reste peu de temps pour s'engager pour l'écologie, par exemple, mais pour aussi plein d'autres luttes. Et il y a aussi une méfiance envers certaines institutions perçues comme déconnectées ou élitistes. Donc on ne peut pas dire que les jeunes de quartiers populaires ne s'engagent pas sur l'écologie ou sur d'autres luttes. En fait, ils s'engagent différemment et on leur rend la tâche difficile. Pourtant, au milieu de ces contraintes, il y a des formes de résistance, des récits, des manières d'exister, de transmettre. Et l'un des leviers les plus puissants, c'est la culture. Pas la culture avec un grand C, pas la culture exclusive, fermée, mais les cultures. Les cultures comme lieu d'expression, de mémoire, d'ancrage. Chez GetUp, par exemple, on a créé une web-série qui s'appelle Nos darons daronnes, où on fait discuter des parents avec leurs enfants. Et en plus, on a utilisé leur code parce que les jeunes de quartier populaire, ils appellent leurs parents des darons ou des daronnes. Et là, on comprend l'impact. Parce que ce projet, il valorise l'histoire de leurs parents, souvent issus de l'immigration, des parcours de travail, de sacrifice, de dignité, racontés avec tendresse et respect. Et ça, c'est un outil d'engagement. Parce que ça donne envie de continuer le combat. Ça donne de la force, ça reconnecte à une fierté d'appartenance. Et je voulais vous citer un verbatim qui est dans le rapport. Alors, il est là, page 70. Il y a quelqu'un qui s'appelle, qu'on a nommé R, parce qu'on voulait le laisser anonyme. Il a 20 ans, et il nous disait « Quand on m'exclut un peu d'une certaine manière de la France, c'est vrai que ça me blesse un peu. Pas exclu dans le sens où je ne peux pas parler, mais dans le sens où ma parole est moins valorisée. Ça fait du mal, surtout pour l'identité. » Donc en fait, quand on valorise leur héritage culturel et les pratiques écologiques qui sont souvent négligées, en fait, c'est des atouts puissants pour encourager l'engagement, mais également repenser l'écologie. Dans ces récits, dans ces vies, il y a déjà de l'écologie. En fait, on pense dans l'imaginaire commun que les habitants de quartiers populaires ne sont pas écolos. Mais moi, je ne vous parle pas d'écologie institutionnelle, d'écologie ou d'écologie de surface. Je vous parle d'une écologie vécue,
quotidienne, instinctive. Réparer, transmettre, partager, ne pas gaspiller, c'est des gestes ancrés depuis longtemps dans les quartiers populaires, dans les familles issues de l'immigration, dans les traditions de solidarité. Mais ces gestes ne sont jamais valorisés comme écolos, ils ne sont jamais considérés comme tels. Dans les quartiers populaires, on nomme juste les choses différemment. Alors qu'en réalité, ces pratiques-là, elles sont porteuses d'une écologie profondément humaine, une écologie qui n'a pas besoin d'être théorisée pour être vécue. Je voulais vous citer aussi un autre verbatim de Diangou Traoré, qui est militante à l'association Francs-Moisins Citoyennes à Saint-Denis. En gros, les Francs-Moisins, c'est un quartier à Saint-Denis où il y a plusieurs plusieurs bâtiments, dont certains vont être détruits sans aucune raison, parce qu'en soi, les appartements sont encore dans de très bonnes conditions. Et donc, leur destruction, petit à petit, ça crée énormément de poussière, ça crée des maladies auprès des habitants, et ça crée aussi de la gentrification, puisque la plupart des habitants vont devoir être relogés. Et elle se mobilise depuis des années contre ça. Et elle nous disait, quand elle parlait en fait de la solidarité qui existait dans les quartiers populaires, c'est une solidarité qui est instaurée automatiquement. Quand tu réfléchis, cette solidarité vient du bled. Nos parents partageaient avec leurs voisins et ils ont ensuite ramené ce principe dans les quartiers. Et en fait, ça c'est représentatif de ce que beaucoup de gens dans les quartiers vivent, mais dont on ne parle pas, dont on ne parle jamais. Parce qu'on ne le nomme pas en fait comme étant de l'écologie, on ne le glamourise pas. On entend, depuis 2022, on a un peu institutionnalisé le terme sobriété. Pourtant, la sobriété, elle était déjà vécue dans ces quartiers-là, sauf qu'elle n'avait jamais été nommée comme telle. Pour que cette écologie populaire existe, pour qu'elle rayonne, il faut des espaces. Il faut des lieux de pont, pas de murs. Et c'est là que certaines institutions culturelles jouent un rôle précieux. Pas en imposant des normes, mais en créant des rencontres. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu la pièce de théâtre Le Bourgeois Gentilhomme, version urbaine, qui est interprétée à la scène parisienne en ce moment. Si on lève la main un peu pour voir. Personne? Je vous conseille vraiment d'aller la voir, elle est incroyable. Mais en gros, pour vous faire le topo, c'est Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, refait par des jeunes de quartiers populaires, racisés, qui l'interprètent avec leur code. C'est exactement le même script, sauf que parfois, ils vont dire leurs mots. Il y a quelqu'un qui va faire un freestyle de rap pendant la pièce. Ils vont réutiliser des musiques qu'on écoute aujourd'hui. Ils vont utiliser des références de Twitter, de Snap, que les jeunes de quartier auront, ou les jeunes, en fait, en général, auront, parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est juste les jeunes de quartier populaire, mais toute la jeunesse a les mêmes codes avec les réseaux sociaux. Et ça a été interprété par le Pat Studio. Donc je vous conseille vraiment d'y aller, c'est hyper sympa. C'est un classique de Molière, revisité avec les codes, les langages, les énergies du monde urbain. Un choc des mondes, mais un choc réussi, vraiment. Parce que les jeunes pouvaient s'y reconnaître, parce que ça parlait aussi d'eux. Quand j'étais plus jeune, au collège, on m'emmenait dans des sorties pour aller voir des pièces de théâtre, dont Le Bourgeois Gentilhomme, et je vous avoue que ça ne m'avait pas autant fait d'effet que là, quand j'y suis allée il y a quelques temps. Là, ça m'a vraiment parlé. Et pourtant, j'ai 22 ans. Pourtant, je peux regarder une pièce de théâtre, mais là, ça m'avait vraiment touchée. Et je me mets à la place d'un jeune de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans, qui, lui, se reconnaît pas du tout dans le théâtre tel qu'il est aujourd'hui. Et quand il voit ça, il se dit « Ah, en fait, ce monde-là, peut-être qu'il m'appartient aussi. » Et c'est ça l'enjeu. Pareil au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, ils font pas que seulement ouvrir les portes. Ils tissent des liens sur le long terme. Par exemple, ils accueillent des jeunes qui n'ont aucun attrait initial pour le théâtre. Et ils ne leur demandent pas de changer. C'est exactement ça, une institution durable. Pas seulement bien située, mais aussi bien ancrée. Il ne suffit pas juste d'être dans le 93 pour pouvoir parler aux gens du 93. Il faut aussi être ancré avec eux. En fait, il faut créer des conditions pour qu'une rencontre soit possible, sans forcer, sans juger, sans exotiser. Et pas uniquement axée sur les résultats, mais sur les relations. En fait, ça prendra du temps, mais il faut l'accepter et il faut prendre le temps. L'écologie, ce n'est pas juste une question technique. Je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près tous compris que l'écologie, ce n'était pas l'écologie à laquelle on pensait depuis les années 80, seulement technique, sans l'aspect social. L'aspect social, il est hyper important. Ce n'est pas juste une question de comment moins polluer. C'est une question de dignité. Le droit à respirer un air sain, à vivre dans un logement digne, à avoir du temps pour soi, à prendre soin de sa santé, à transmettre une terre vivable à ses enfants. Et une terre vivable, ce n'est pas seulement une terre verte, c'est une terre sans conflit, une terre où tout le monde a les mêmes droits, où la justice sociale
est un enjeu central. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe franco-autrichien André Gortz, mais en gros, il parlait du fait que l'écologie, c'était un outil d'émancipation de l'homme. Et il a raison. Il a raison, l'écologie, ça doit être un outil d'émancipation de l'homme. Bon, il ne parlait pas du fait qu'il fallait s'émanciper aussi d'un point de vue racial, mais il parlait d'un point de vue social. Et c'est là où je le rejoins. Parce qu'une écologie populaire, c'est pas culpabiliser ceux qui n'ont pas les moyens, c'est libérer les possibles, c'est se battre pour une vie meilleure, et pas juste moins de CO2. C'est vraiment comment on fait tous front ensemble et comment demain on se projette. Du coup, maintenant, comment on fait alliance ? C'est pas ponctuellement inviter des jeunes à une table déjà dressée, c'est repenser la forme même de la table. C'est accepter de travailler autrement, avec patience, dans la durée, avec des formats qui sortent des cases. C'est reconnaître que ce ne sont pas les gens qui sont loin de l'écologie, mais que l'écologie dominante est trop étroite, trop homogène. Et c'est changer de posture aussi. On ne veut pas seulement des gens comme nous, mais on veut plus de cerveaux comme nous. Faire alliance, c'est créer des espaces où chacun peut se sentir légitime, pas comme invité, mais comme acteur. Et je vais juste reprendre ce que disait mon collègue juste avant sur les fêtes traditionnelles et religieuses. En fait, c'est exactement ça. Vous avez tout compris. C'est repartir de l'héritage culturel des personnes. Et là, moi, je parle de quartier populaire, je parle d'immigration, mais même en France, il y a un héritage culturel qu'on a perdu. Quand on va dans le fin fond de la Bretagne, quand on va dans le fin fond de la Dordogne, il y a des petites fêtes traditionnelles qu'on n'a plus, des langues qu'on a oubliées. Et c'est ça, en fait, qu'il faut aller creuser, parce que tout est lié. En gros, moi, je voulais juste vous dire, et j'espère qu'à la fin, vous allez comprendre ce message-là. En fait, il n'existe pas une écologie comme il n'existe pas une culture. Il existe des modèles dominants et à côté, des récits invisibilisés. Et l'enjeu, là, c'est de créer des nouveaux narratifs, d'aller chercher ces nouveaux narratifs. Et construire une écologie populaire, c'est faire de la place à ces récits-là. C'est reconnaître la valeur des vécus. C'est relier, réparer, écouter et surtout faire avec, pas pour les personnes. C'est vraiment, en fait, c'est cet enjeu-là de la posture qu'on doit adopter, c'est faire avec eux, pas pour eux, parce qu'en fait, ils savent très bien le faire tout seuls. C'est pas des enfants, mais on veut le faire ensemble, parce que l'enjeu, c'est tous, on doit tous faire front ensemble. Et je pense que j'ai fini. Merci. Merci beaucoup.